la lettre d'intention que Emmanuel Macron a annoncée vis-à-vis de 100 rafales pour l'Ukraine Ouais. témoigne d'une fuite en avant folle Mmh. et d'un rapport à la dette qui est gravement addictif au moment où l'Ukraine ne tient pas sur le front Mmh. et où le scandale de corruption qui vient Frappe le d'éclater gouvernement frappe le gouvernement ukrainien. ukrainien. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Merci d'être fidèles à ce nouveau rendez-vous du Grand Entretien. Et merci aussi du nombre d'abonnés que nous avons sur notre chaîne. Nous avons dépassé les 514 000 ce matin. C'est exceptionnel. On est vraiment comblé par ce succès et on espère que vous reviendrez encore plus nombreux pour nos prochaines émissions. Aujourd'hui, donc, nouvelle édition du Grand Entretien. Je rappelle aussi abonné de la chaîne YouTube, mais également abonné de l'application, parce que l'application contient effectivement nos documentaires, les bonus, l'avis de la rédaction, les making-of aussi, des reportages, comment on travaille, comment nos reporters travaillent sur le terrain, bref. Un autre contenu également, n'oubliez pas le magazine Omerta qui est encore disponible, Congo, Silence, on tue, donc trimestriel d'Omerta, donc tout ça est disponible et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette nouvelle édition du Grand Entretien. On va beaucoup parler d'Europe centrale, de Hongrie, un peu d'États-Unis puisque je reçois Thibaut Gibelin. Bonjour Thibaut. Bonjour Régis. Alors Thibaut, je vous présente, pour ceux qui ont suivi nos documentaires, on avait fait un documentaire sur la Hongrie dans laquelle vous interveniez puisque c'est votre nouvelle patrie. On va dire, vous habitez, vous travaillez en Hongrie, vous êtes diplômé d'histoire et de sciences politiques. Vous avez réalisé d'ailleurs une thèse de doctorat qui s'intitulait « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne ?» qui était également votre premier livre. Commençons donc justement par ce pays. Récemment, on s'en souvient, ça a fait beaucoup de bruit. Il a été question d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Budapest. Elle a finalement été ajournée. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité, cette rencontre ? Mais elle est d'actualité. Les Hongrois ont bien annoncé qu'il n'y avait pas d'autre lieu sur lequel Donald Trump souhaiterait faire cette rencontre. Simplement, les conditions ne sont pas réunies parce que, compte tenu des exigences de Kiev, qui sont en fait toujours les mêmes, les Russes qui gagnent du terrain ne souhaitent pas faire des concessions, eux. Donc on est clairement là sur un schéma de diplomatie bloqué et c'est les armes qui parlent. Vous pensez que le timing n'est pas le bon encore ? Le timing n'est pas le bon. Après, bon, les choses peuvent se précipiter parce les circonstances sont très volatiles. Mais je voudrais vous remercier pour l'accueil et puis rappeler que donc le premier essai, et c'était un travail préparatoire, et je fais des travaux de recherche actuellement qui devraient aboutir sur une thèse de doctorat. Donc votre thèse n'a pas été publiée encore. La thèse n'est pas terminée. Très bien. Et Ok. le travail consiste notamment à apprendre le hongrois, ce qui est un vrai défi. Un vrai Pas défi. facile comme langue. Et ça ne fait pas de la Hongrie une deuxième patrie. Je crois qu'on n'a qu'une patrie, mais la Hongrie est un cas passionnant pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une nation aujourd'hui en Europe et comment on fait de la politique. Et c'est ça qui donne toute sa singularité et son intérêt à la politique hongroise actuelle. Alors vous êtes aux premières loges, on va dire, observateur de cette place atteinte par la Hongrie. Est-ce que, d'abord, pour revenir sur le projet de rencontre à Budapest, est-ce que ça vous a surpris ? Alors ça ne m'a pas surpris parce qu'il était depuis longtemps dans les cartons, et j'en discutais après ce succès. Donc la rencontre a eu lieu le 7 novembre avec Gladon Pepin, qui est le directeur de l'Institut hongrois pour les relations internationales, qui est un Américain qui a acquis la nationalité hongroise, qui est maintenant dans les cercles de Viktor Orban et qui a piloté tout ça, qui a travaillé pendant des semaines. Et il m'en parlait avec énormément d'émotion parce que, vu de loin, on se dit, ils s'entendent bien, les deux hommes, Orban et Trump, ils se respectent, donc fatalement, ils devaient s'entendre et trouver un accord. Mais ça ne va pas du tout de soi. Il faut bien voir la disproportion, la dissymétrie entre un pays comme les États-Unis, 350 millions d'habitants, la première puissance mondiale, et la Hongrie qui n'est qu'une composante de ce grand marché européen. Donc c'est bien au forceps et par un travail politique et diplomatique très précis et très, très ambitieux que la Hongrie a réussi à avoir
cette présence à la Maison-Blanche et à en tirer des avantages substantiels. On pourra peut-être le développer. Alors justement, où vous situez le miracle Orban, puisqu'il faut bien appeler ça un miracle, 10 millions d'habitants, même pas, 1,8% du PIB européen, donc un tout petit pays qui se retrouve au centre de la diplomatie mondiale comme ça. Euh, Orban, il est élu depuis pas mal d'années, bien avant Trump. Il n'a pas attendu Trump pour créer son miracle. Comment vous l'expliquez, ce miracle? Bon, en fait, ça nous ramènerait peut-être très loin parce que justement, toute la question de l'identité nationale hongroise qui est en question Hmm. et dont Orban est aujourd'hui un interprète et en est un petit peu le champion. Mhm. Et Viktor Orban arrive à faire la synthèse euh, politiquement applicable de tendances qui existent partout ailleurs en Europe. Mhm. Il l'invente pas, mais la conscience qu'ont les sociétés européennes d'être agressées dans vraiment leur existence culturelle et leur devenir national, c'est quelque chose que Viktor Orban a pris en compte et il a réussi à en tirer des applications politiques en termes de choix de gouvernement et d'un travail législatif permanent, à commencer par une nouvelle constitution. La question fondamentale, c'est que les Hongrois, en fait, sont un peuple qui a conscience de sa singularité, Mhm. compte tenu de leur langue qui est unique. Mhm. Et ensuite, ils ont, pendant, je dirais, c'est même très clair, hein, au moment de la Renaissance, où l'Occident s'épanouit comme ça de l'autre côté de l'Atlantique et où il y a une projection mondiale, c'est à ce moment-là que la Hongrie, elle, est brisée, conquise par l'Empire ottoman et que la question de son existence nationale se pose. Mhm. Et même dans ce siècle des grandes espérances progressistes qu'est le XXe siècle, la Hongrie, elle, ne peut pas se payer d'illusions, puisque le premier conflit mondial s'est soldé par le dépeçage du pays. Mhm. Et ensuite, il y a eu le communisme, rien que ça, l'insurrection de 56, puisque les Hongrois ont pris les armes en Mhm. 1956 pour chasser l'armée rouge. Donc, ils ont l'amertume, je dirais, de l'expérience historique. Ils ne se payent pas d'illusions. Et ils savent très bien que la nouvelle donne mondiale, telle qu'elle s'est imposée dans les années 90, c'est pas la fin de l'histoire heureuse, c'est le tragique qui Mhm. continue sous une forme nouvelle. Et ce tragique, c'est la dépossession des peuples par un marché anonyme, et c'est la dissolution des identités nationales sous le règne de l'argent roi. Mhm. Alors, vous allez voir un Hongrois à Budapest ou à Szeged ou dans un petit village, il va pas vous le dire comme ça. Mais cette angoisse, elle est très bien perçue, elle est exprimée politiquement par le Fidesz. Et c'est ce qui Mhm. explique que Viktor Orban casse la baraque, si je puis dire, Mhm. dans le débat national, parce qu'il est une courroie de transmission directe entre une masse populaire et un appareil d'État et des élites qui qui ont une conscience historique d'être l'élite nationale. Vous Mhm. voyez. On a ce problème avec, Mhm. par exemple, les pays baltes, qui sont respectables à tous égards, mais où il n'y a pas eu d'élite nationale depuis longtemps, tant je dirais, l'empire russe dans lequel ils ont été intégrés, ou la domination des élites germaniques Mhm. en Estonie, en Précédemment. Lettonie, Mhm. c'était pas un été noir, mais enfin, il n'y a pas eu d'élite nationale et de Mhm. continuité dans Mhm. la direction du pays. Si bien la, la- la- la politique étrangère de l'UE, mise aux mains de Mhm. l'Estonienne Kaja Kajas, Kallas. Mhm. laisse penser et de façon assez désagréable qu'on a affaire à un pion qui n'a pas de colonne vertébrale, qui ne pense pas une politique d'intérêt national ou européen. Et Et pour revenir sur nos pieds Orban, on va dire, qui pense revanche, alors qu'Orban, militant anticommuniste, connaît tout le poids de l'écrasement de l'URSS. Vous avez évoqué l'insurrection de Budapest en 56, hein, c'est quand ouais, même tout à fait. 20 000 victimes, c'est les chars, c'est la répression dans le sang. La Hongrie a subi aussi, une partie de ses travailleurs ont été réquisitionnés pour aller travailler en Russie à l'époque. Donc, on ne peut pas dire d'Orban qu'il est dans la vengeance, on ne peut pas dire non plus qu'il soit dans la collaboration avec Poutine. C'est clair. En fait, l'intérêt national, évidemment, ça consiste pas à être sur les batailles d'hier Mm. ou à s'imaginer un avenir rose. Mm. La Hongrie, elle a pas d'affinité historique avec la Russie, clairement.
C'est-à-dire que déjà les Russes, vous avez cette Moscovie qui grandit comme ça petit à petit qui concerne les pays baltes, évidemment, et même Mm. la puissance baltique principale de l'époque, qui était la Suède. Mm. Mais pour les Hongrois, ils ont connu les Russes lorsque leur souverain Habsbourg a fait appel au tsar lors du Printemps des Peuples pour mater l'insurrection et la guerre d'indépendance qui s'en est Mm. suivie en 1849. Mm. Et les Cosaques qui ont écrasé l'insurrection hongroise, ils venaient d'Ukraine. Donc ce voisinage oriental, slave, oriental, orthodoxe, les Hongrois le voient comme un ensemble. Et Mm. il n'y a pas cette perception qui est assez faussée Mm. qu'on a à l'ouest, où on aurait un pays européen exactement comme nous, qui serait l'Ukraine, et puis des barbares de l'Est, qui seraient les Russes. Mm. Ça, c'est aussi un rapport à l'étranger que les Hongrois n'ont pas en commun avec nous autres Français. C'est pareil avec les Turcs. Pour les Hongrois, les Turcs, ça fait partie de leur environnement. Mm. Ils voient très bien qu'au-delà de la Turquie, il y a donc l'Iran, la Syrie et l'Irak, et que la Turquie doit être intégrée dans Mm. des discussions européennes, dans une architecture de sécurité, de la même manière qu'ils souhaitent intégrer la Russie pour penser à long terme la sécurité du continent. Ça, c'est un positionnement national que Mm. les Hongrois, à travers leurs élites actuelles, n'ont pas de problème à assumer. Alors, on va revenir sur cette position particulière de la Hongrie. Je voulais juste évoquer la question des minorités, puisque la Hongrie, dès qu'on traverse les frontières de la Hongrie, il y a des Hongrois. Ouais. Ça a tellement été, on va dire, rapetissé, notamment avec les traités à l'issue de la Première Guerre mondiale. Également, une chose à propos des minorités hongroises, et en particulier aux États-Unis. J'avais été surpris quand j'avais été donc pour réaliser ce documentaire à Herzegovina, la ville du nord de la Hongrie, face à la Slovaquie. Il y avait des universités d'été, donc du MCC. voilà, du MCC, du Matthias Corvinus Université. Et à cette époque, il y avait beaucoup d'Américains d'origine hongroise. Est-ce que Orban joue sur ces minorités? Et est-ce que sur la question des Hongrois exilés aux États-Unis, souvent après 1956, il y a justement une courroie de transmission avec le MAGA américain? Est-ce que ça vient de là? Et comment ça se passe tout ça? Alors, ça paraît surprenant, mais oui. En fait, les Hongrois aux États-Unis, les descendants de Hongrois sont parfaitement assimilés aux États-Unis. La plupart d'entre eux ont complètement oublié leur langue. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un travail très très suivi pour la maintenir et la faire vivre, bon, ça disparaît. En revanche, à travers les noms, des aïeux, etc., ça se maintient, et notamment dans la région de Chicago. Et dans la région de Chicago, les Hongrois du Sud-Est ont rétabli tous ces contacts et ont pesé à fond pour les votes en faveur de Donald Trump. Hein, on parle de dizaines de milliers de personnes, mais c'est quelque chose qui a un sens. Voilà, il y a un sentiment quand même d'identité hongroise, sachant que les États-Unis sont évidemment cette juxtaposition de communauté européenne qui est encore très marquée. Les Hongrois font partie du lot. Mais le plus important, c'est quand même, en effet, la coopération entre élites, où le Fidesz s'est beaucoup intéressé à la réélection de Donald Trump, en y voyant la bouffée d'oxygène qui leur permettrait de se désenclaver. Et c'est exactement ce qui a été accompli, mené à bien avec la proposition des accords du 7. Absolument, c'est un aboutissement. Il y a eu d'abord 10 mois de remise à plat de la relation, parce que sous le mandat de Joe Biden, la Hongrie a vraiment été traitée comme un paria. Donc il a fallu d'abord revenir à un statut équilibré. Et là, ce qui s'est passé le 7 novembre, c'est en effet l'exemption pour la Hongrie vis-à-vis des sanctions concernant le gaz et le pétrole russe. Mais il y a aussi les projets, ça c'est indispensable en termes de souveraineté pour la Hongrie, de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires qui sont en construction avec Rosatom, donc un russe, avec la participation de Framatome et de Siemens, donc de la France et de l'Allemagne. Et les États-Unis ont levé toute sanction. Comme c'est évidemment un deal, c'est pas une aumône, les Hongrois vont acheter du combustible nucléaire à Westinghouse, qui est une entreprise américaine. Voilà, tout se négocie. De même que Donald Trump leur autorise à
continuer à se fournir en pétrole auprès de la Exactement. Russie. Donc c'est en effet, il y a eu cette exemption pour les Hongrois, alors que c'est Trump qui avait annoncé ces sanctions au mois de septembre. Mm. Et Orban, très nettement, avait dit on n'accepte pas ça et on va aller à la Maison-Blanche pour Mm. négocier une exemption. Mm. Comme tout se négocie en ce bas monde, ils ont accordé Mm. d'acheter. Ils vont acheter pour 600 millions d'euros de GNL, ce qui représente 0,08% des engagements pris par Ursula von der Leyen pour l'UE. Donc D'accord. c'est un moindre, Ouais. un moindre achat. Bien sûr. Alors, à propos de Ursula von der Leyen et l'Union européenne, justement, la Hongrie, depuis l'élection de Trump, justement, elle vend en poupe quelque part. Est-ce que vous la voyez constituée avec la Slovaquie voisine, où on a aussi on va dire, pas un Trump, mais enfin, on a quand même quelqu'un avec Robert Fico. Robert Fico, qui partage avec Trump le fait d'avoir échappé à une tentative d'assassinat, d'ailleurs. Également en Pologne, où il y a quand même si la Pologne reste, on va dire, alignée dans son soutien à l'Ukraine, et les choses sont peut-être un peu différentes, mais il y a quand même une sorte de contamination. En Tchéquie également, où les dernières élections ont porté un candidat milliardaire ouvertement pro-Trump. Il y a la question de Mélanie. Est-ce que tout ça, finalement, mis bout à bout, ne risque-t-il pas de venir faire une sorte d'Europe des souverainetés qui viendrait concurrencer le modèle déclinant, il faut bien le constater, au point qu'il est contesté aujourd'hui, de l'Union européenne? Alors, on a du mal à voir comment la vapeur peut être renversée. J'ai en tête les espérances suscitées au moment de la crise migratoire par le front réalisé par ces pays de Visegrad, où là, à ce moment-là, il se trouve que c'était des sociodémocrates au pouvoir en République tchèque, Fico était aussi au pouvoir d'ailleurs en Slovaquie à ce moment-là, mais tels qu'ils étaient avec leur couleur politique, ils ont fait un consensus contre ces quotas d'immigrants, etc. On a imaginé que ça allait basculer, mais ça n'a pas, ça s'est pas réalisé. En fait, il y a une inertie qui est énorme. Et l'inertie, elle est d'abord marquée par le maintien de la France et de l'Allemagne, donc du noyau carolingien, dans ce consensus globaliste post-national. Donc, en revanche, c'est vrai que la Hongrie gêne beaucoup la Commission européenne et les tendances fédéralistes parce qu'elle montre qu'on peut faire autrement. Elle montre qu'il n'y a pas ce fameux TINA, there is no alternative, postulé par Margaret Thatcher à l'endroit du libéralisme. Et ça, c'est une petite musique qui est insupportable avec ce totalitarisme montant, qui est la seule manière finalement de comprimer ce réel de plus en plus, je dirais, cru et qui démontre que les vieilles recettes libérales ne fonctionnent pas. La manière dont ça va se basculer, on est dans vraiment l'histoire en train de se faire. On dit, la formule dit l'histoire est très, très molle quand elle se fait et très dure quand elle s'est faite. Une fois qu'une bascule a eu lieu, tout le monde explique, justifie a posteriori. Quand Bachar al-Assad a été chassé finalement à l'automne 2024, tous les commentateurs disaient que le système était épuisé, ça ne pouvait pas durer. 6 mois avant, personne n'aurait envisagé l'effondrement du système syrien. Tout à fait. On a, vis-à-vis de l'Union européenne, un nombre de signaux faibles impressionnants qui montrent que ça ne va plus du tout. La lettre d'intention que Emmanuel Macron a annoncée vis-à-vis de 100 rafales pour l'Ukraine témoigne d'une fuite en avant folle et d'un rapport à la dette qui est gravement addictif au moment où l'Ukraine ne tient pas sur le front et où le scandale de corruption qui vient d'éclater frappe le gouvernement ukrainien. Tous les indices rationnels voudraient que, dans ce contexte-là, on prenne la mesure du désastre et qu'on arrête cette guerre. On est malheureusement sous l'ascendant d'une forme de démence, faut le dire. Et on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va mener au point de rupture. Et malheureusement, le caractère assez probe et factuel de ce que propose la Hongrie ne suffit pas à susciter une alternative chez des dirigeants européens qui sont malheureusement trop souvent des fondés de pouvoir plutôt que de réelles structures politiques qui assument une voix souveraine au nom de leur nation. Alors, si la bascule se fait, est-ce que des signaux peuvent être... Par exemple, imaginons que l'AfD arrive au pouvoir en Allemagne. Est-ce que ça peut être déterminant, puisque l'Allemagne, on le sait, pour toutes ces régions-là, c'est la puissance économique de référence, la puissance financière de référence.
si l'AfD, qui a promis de sortir de l'Europe, je crois, en tout cas, enfin, c'était le premier, c'est toujours comme le RN. Au départ, oui, et puis finalement, bon, on Tout à fait. amende un petit peu. Et Ouais, pour ce qui est de la guerre en Ukraine, c'est net. c'est vrai. Donc, est-ce que ces éléments-là, un changement politique, ou également en France, avec les prochaines élections présidentielles, ça pourrait être de nature à mettre en péril l'Union européenne? Faut pas désespérer des élections puisque manifestement, à travers la Hongrie ou à travers Trump, c'est Oui. quand même le phénomène électoral qui fait des brèches dans le système. Parce que Mm. c'est ce qui reste, même si on peut le déplorer, vous trouvez que c'est pas assez, mais c'est le moyen par lequel le sentiment populaire et ce qu'il peut y avoir de bon sens, au moins dans le refus du Mm. pire et de l'aventurisme idéologique, se Mm. manifeste. Mm. Euh, Tel que l'Allemagne évolue, on a l'impression que la dureté très, très prussienne et méthodique qu'on peut connaître aux Allemands s'applique contre l'AfD. Mm. C'était, je crois, Emmanuel Todd qui disait qu'il y aura peut-être en effet des camps de concentration prochainement en Allemagne, mais pas parce que l'AfD arrivera au pouvoir, parce que les gens politiquement corrects mettront en camp les Mm. gens de l'AfD. Mm. D'ailleurs, à l'occasion de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, c'était donc le 9 novembre, Mm. le président de l'Allemagne a dit que euh, la République fédérale devait se protéger contre des éléments qui étaient Mm. déloyaux, qui étaient pas sûrs, et donc que être magistrat, etc., ne pouvait pas être ouvert à des gens qui étaient proches de l'AfD. On va Ouais. très très loin dans la relégation de ces Allemands qui se comptent par millions, qui veulent une voie alternative pour Mm. leur pays et qui en fait n'ont pas du tout voix au chapitre. Mm. Est-ce que l'AfD peut réunir une majorité, sans que évidemment le Mm. Bundestag est élu à la proportionnelle? C'est quand même très compliqué de l'envisager, en tout cas à court terme. Mm. On a été très surpris du passage de 10 à 20% aux Mm. dernières élections, mais il y a une marge considérable et on le sait en France, plus on se rapproche des 50%, plus les points sont Bien difficiles sûr. à grappiller. Est-ce que le système électoral est configuré de telle façon qu'aucune bascule ne puisse arriver par là? Mm. C'est possible, mais dans ce cas-là, on peut aussi envisager que c'est via un mouvement social comme les Gilets jaunes, Oui. quelque chose de cet ordre, que la bascule se fasse. Il y a un autre élément, c'est que les idéologues qui pilotent cet avenir très compromettant pour nos peuples vivent de l'argent public et vivent de la dette. Mm. Or, il y a aussi une puissance importante qui est dans les mains de l'industrie et de l'économie réelle. Mm. Et ça, on le voit en France, il y a dans les milieux du patronat, des gens qui s'interrogent sur est-ce qu'il ne faudrait pas quand même passer les rênes au RN, Mm. peut-être via Jordan Bardella, parce que on va trop enfin, on va dans le mur, on peut pas tenir. Et l'industrie allemande, enfin les Allemands ont quasiment investi leur fierté nationale dans l'industrie Oui. dans l'après-guerre. Mm. Donc là, depuis 2020, c'est absolument cataclysmique. Ils ont perdu, la production industrielle a baissé de 13% Mm. en 5 ans. Mm. C'est démentiel. Et en Déficit plus, commercial est déficit terrifiant. et la manière dont la configuration internationale est Mm. en train de se figer Ouais. fait que ils n'ont plus l'énergie russe qui les rendait Mm. compétitifs et la Chine a acquis la maturité suffisante et les performances technologiques pour notamment se passer de leur voiture. Oui. Donc on est sur une perspective qui est catastrophique. On peut imaginer que le patronat allemand Mm. envisage Alors bon, le patronat allemand et la CDU, c'est quand même très C'est très quand lié. même la même chose, Mais presque. est-ce qu'ils pourraient tordre la main Mm. à leur politique au nom d'une forme de rationalité économique? Est-ce qu'il peut y avoir la même chose en France où, peut-être par peur aussi Mm. de LFI et de tendance, Oui. ce qu'on appelait la bordélisation de l'Assemblée nationale qui pourrait Mm. s'étendre bien au-delà de l'Assemblée, est-ce que c'est peut-être via les milieux économiques Mm. que s'amorcerait un changement et ensuite ce changement pourrait échapper à ceux qui l'initient? Mm. Mais l'hypothèse électorale en Europe occidentale, enfin, exception faite de l'Italie, c'est peut-être que c'est déjà trop tard. En tout Mm. cas, les Hongrois n'ont pas peur de poser les termes, non, que l'Europe occidentale est rentrée dans une période de turbulence pour le siècle, peut-être au-delà. Est-ce que comment euh, convenez qu'il existe face à ces mouvements évidemment
on va dire, ce printemps des peuples, ce nouveau printemps des peuples, on dira, en Europe, une forme de résistance sous la forme d'une fuite en avant de Bruxelles. Je regardais le Financial Times fait un papier sur le fait que Ursula von der Leyen allait se doter de prérogatives, de chapeauter une sorte d'agence de renseignement, par exemple, que vous citiez Kaja Kallas l'autre jour, que on a pu observer en train de faire une revue de troupes lors d'une visite en Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire la chef de la diplomatie européenne passant en revue des troupes, qui est une sorte de fuite en avant vers un européisme qu'on sent aussi présent chez Emmanuel Macron, Ouais. qui parle de souveraineté nationale, mais qui, dans la même phrase, évoque la souveraineté européenne quasiment aussitôt, sur cette polémique autour du Mercosur, notamment, qui est chez ces élites européennes, comme on l'a vu d'ailleurs avec le sabotage des élections en Roumanie, une Ouais. forme de fuite en avant et de tentation justement de prendre le pouvoir pour éviter d'avoir ce point de bascule. Alors, ce qui est troublant, qu'on a vraiment, on est vraiment face à l'Europe comme non-lieu, un lieu Hmm. comme non-lieu. C'est-à-dire que on pourrait penser que l'Union européenne, de manière un peu sui generis, est en train de constituer l'armature d'un État continental. Hmm. Alors que c'est pas du tout le cas. Là, j'en discutais avec un ami qui travaille en Moldavie et qui était là pendant Hmm. ces élections où l'ingérence européenne, enfin de l'UE, a Oui. été manifeste, où il y avait des drapeaux européens partout, etc. Lui, il était sur place, il voyait très bien que tout ce qui est sérieux, en termes d'organisation, de contrôle, etc., c'est les États-Unis. Hmm. Et donc, en fait, cette Amérique qui se pense néoconservatrice, qui se pense globaliste, Hmm. etc., qui se sert de l'UE comme prolongement, Hmm. comme un gant, Hmm. mais il n'y a rien d'européen là-dedans. C'est-à-dire qu'on pourrait, voilà, on pourrait imaginer, et c'est d'ailleurs beaucoup de souverainistes français le voient comme ça. Hmm. Ils voient l'Union européenne comme un super-État qui vient remplacer l'État national. Mais en fait, non, il n'y a juste rien. C'est-à-dire que c'est Hmm. une dilution et c'est un recours pour les réseaux mondialistes de continuer leur travail avec l'argent des contribuables européens, mais sans qu'une conscience européenne et qui que ce soit l'incarne vraiment. C'est-à-dire que Ursula von der Leyen est là pour faire un job momentané, Hmm. puis après elle ira dans un conseil d'administration ailleurs. Hmm. On n'est pas du tout sur voilà, l'édification d'une nouvelle Prusse ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va nulle part en fait. Ou alors il y a peut-être qu'Emmanuel Macron à y croire, pour lui-même, quelque part. Ah oui, alors ça, Parce qu'il y a il quand se même... pense pour qu'un instant européen depuis 2017 et son discours à la Sorbonne, c'est vrai que hmm. et d'ailleurs il avait cette position très, comment dire? Théoriquement formulée, avec netteté, Hmm. que, voilà, les mauvais faits du nationalisme étaient de retour et qu'il faut apporter une réponse, construite, qui est celle d'une Europe qui répond aux Hmm. angoisses et aux problèmes des gens. Mais là encore, on est sur l'Europe comme non-lieu. On n'est pas du tout sur la transposition par souci d'efficacité et parce que c'est euh, ce que requiert l'urgence des temps, voilà, de l'État-nation à l'État-Europe. C'est pas ça qui se Hmm. manifeste. Dernière question, la position singulière de la Hongrie lui coûte beaucoup d'argent. Je crois qu'elle est sanctionnée encore pour sa politique migratoire. Je ne sais plus quel chiffre, je crois que c'était plusieurs millions qu'elle doit payer à l'Europe pour avoir une Un position. million par jour, Voilà, c'est ça. tant qu'elle refuse les quotas de migrants. Exactement, exactement. 1 million par jour. Il y a aussi la C'est rétention de fonds tenable, ça, au structurels. long terme, pour un pays Alors, comme la Hongrie? ça avait commencé en 2020 lorsque Joe Biden est revenu au pouvoir. Ouais. Concomitamment, la Commission a annoncé le gel de fonds européens et donc ces restrictions. Hmm. Dans la foulée, la Hongrie a réussi à négocier des investissements très importants avec la Chine. Et pas des investissements, je dirais, de seconde main. C'est au top niveau Hmm. de l'industrie mondiale. C'est les batteries et les constructeurs de voitures, BYD notamment, Hmm. etc. Avec un pari sur l'électrique, Hmm. qui suppose, pour être fonctionnel, que le renforcement du nucléaire en Hongrie se développe, comme ça a été assuré Alors, très récemment. cette centrale. Il y a aussi cette volonté de s'intégrer Hmm. dans la chaîne de production mondiale à un niveau stratégique, ce qui fait qu'on ne peut pas contourner la Hongrie.
Et c'est le cas. La Hongrie, c'est le seul pays au monde, à part l'Allemagne et la Chine, où tous les constructeurs automobiles allemands sont présents. Et donc Cattle, notamment le producteur de batteries chinois, euh, a développé ses usines en Hongrie, et c'est là que sont équipées les voitures allemandes, etc. Donc il y avait le moyen de compenser par de l'investissement à haute valeur ajoutée des restrictions de fonds structurels. L'autre élément ensuite, c'est d'avoir cette alliance, cette protection avec Donald Trump. Mais c'est évidemment très compliqué à tenir. C'est pour ça que d'ailleurs la croissance hongroise a été très pâle, très, 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 très faible ces derniers temps. Et qui plus est, la Hongrie a la politique familiale la plus ambitieuse d'Europe, et ça lui coûte 5% de son PIB. Donc c'est un effort énorme qui n'a pas évidemment de retour sur investissement l'année Immédiat. d'après, mais à une génération après. Et ça permet juste en fait de limiter, d'endiguer la baisse de la natalité. Parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé le remède de redonner à des femmes d'un pays occidental le goût de mettre la vie familiale et la maternité au cœur de leur vie, alors qu'on est dans une société de loisirs, alors qu'on consomme à travers les réseaux sociaux et toute cette société de plaisir immédiat, de consumérisme, des choses qui nous détournent d'engagement à long terme. Donc la situation, elle est extrêmement tendue, et pour les Hongrois, il s'agit toujours de trouver le compromis le plus viable et d'une circonstance l'autre. Très clairement, avec la Chine, ces investissements ont eu lieu. Maintenant, la source se tarit. Les Chinois ne vont pas investir. La Hongrie avait accueilli 25% des investissements chinois dans l'UE en 2022 et 2023. Bon, ça ne peut pas durer, évidemment, éternellement. Thibaut Gibelin, merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements sur la Hongrie et l'Union européenne et ses rapports avec les États-Unis. C'était passionnant. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'être venu chez Omerta. Merci à vous qui avez suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu et que vous reviendrez évidemment toujours plus nombreux la prochaine fois pour une prochaine édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.